Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Ovannes Geutekaindjian, Edes, joyau chrétien aux confins arméno-syriens, 2013. Firouzeh Nahvandi, l'Iran dans le monde, 2013. Aline Korban, l'évolution idéologique du Hezbollah, 2013. Sami Dorlian, la mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, 2013. Gamal Albanna, l'islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu D. Il nous a été rapporté, 2013. Daniel Clairvaux, Iran, la contre-révolution islamique, 2013. Naïm Stifanetek, le cri d'un chrétien palestinien pour la réconciliation. Pour une théologie palestinienne de la libération, 2013. Céline Lebrun, Julien Saling dire, Israël un état d'apartheid? Enjeux juridiques et politiques, 2013. Pierre Guillossou, la Palestine contemporaine des Ottomans aux Israéliens, 2013. Mohammad Al-Subaïe, l'idéologie de l'islamisme radical. La nouvelle génération des intellectuels islamistes, 2012. Didier Leroy, Hezbollah, la résilience islamique au Liban, 2012. Hassan Diab el-Araqi, République islamique d'Iran, quel pouvoir pour le peuple, 2012. Alice Poulot à Damas sous les bombes, journal d'une Française pendant la révolte syrienne 1924 à 1926, 2012. Malcolm Kasp, la République islamique et les heures sombres de l'Iran, 2012. Simon Valadou, la Jordanie et la paix avec Israël, 2012. Dominique Lenaine, de Gaza à Jénine, au cœur de la Palestine, 2012. Estelle Braque, système bancaire et financier des pays arabes. Vers un modèle commun, 2012. Philippe Comte, Afghanistan, guerre lointaine, 2011. Samson Tadadjel KAGMATCHE, étude comparative entre les lamassous et les chérubins bibliques, 2011. Ali Aouattah, pensée et idéologie arabe. Figure, courant et thème au XXe siècle, 2011. Vivi Kefala, l'évolution du Liban, les facteurs déterminants, 2011. RPORTEILLA, J. Fontaine, Picard, Alarceneux, dire, quel État pour quelle Palestine, 2011. Dédicace. Je dédie ce travail à ma famille. Ainsi qu'à Emmas Baïti. Remerciements. J'adresse toute ma reconnaissance ainsi que mes plus vifs remerciements à mon directeur de thèse, le professeur Farhad Khosrokhvar, qui a accepté de me diriger dans ce travail de doctorat, m'a accordé sa confiance et qui n'a eu de cesse de me prodiguer ses conseils qui ont été précieux. Je tiens à remercier le professeur Jean-Paul Chagnolot, directeur de la collection Comprendre le Moyen-Orient, qui n'a pas hésité à publier mon travail. Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de m'accorder un entretien. Je remercie Marc Oudaillé et Stéphanie Renaud, Corinne Makota, Annie-Mireille Perrier et Florence Chamaillard, ainsi que Madame Mabiala et Monsieur Madeleine pour leur soutien. PREFACE. Les femmes martyrs dans le monde arabe, Liban, Palestine et Irak de Carole André Desornes. Carole André présente un ouvrage qui reprend l'essentiel d'une thèse sur les femmes martyrs qu'elle a soutenue à l'EHESS en 2013. Ce travail s'articule sur l'explication socio-anthropologique de l'action des femmes martyrs dans 3 pays, le Liban, la Palestine et l'Irak. Le choix implique le renoncement à traiter des cas tchétchènes, tamouls, mais aussi kurdes. Quoi qu'il en soit, les opérations martyrs qui se déroulent au Moyen-Orient ont un point focal, l'occupation. Que ce soit l'occupation israélienne, le Liban pendant la période 1978 à 2000, la Palestine, de même, et en Irak, celle des États-Unis ou de l'Angleterre, mais aussi le développement dans ce dernier pays, des formes de djihadisme transnational affiliées à Al-Qaïda. Le travail sur le Liban présente un intérêt épistémologique plus important, parce que l'essentiel de l'enquête de terrain a été menée dans ce pays. Nous apprenons en quoi l'occupation israélienne de 1978 à 2000 a créé les conditions du développement des opérations martyrs où progressivement les femmes ont joué un rôle. Comment ces opérations étaient pendant plusieurs années menées par des partis séculiers, entre autres le Parti communiste,
sans rapport direct avec l'islam, comment le religieux s'est petit à petit incrusté dans le paysage à partir du Hezbollah sous influence iranienne sans que le martyr demeure son exclusivité. On peut même penser que les martyrs femmes ont pu plus aisément convaincre les organisations politiques de la nécessité de leur engagement dans la mort sacrée, en raison même de leur sécularisme. Toutefois, si elles parviennent à s'impliquer dans ces opérations, c'est que l'initiative vient primordialement de leur côté, et non de la part des hommes. La révolte masculine contre l'occupation devient aussi féminine lorsque les femmes sont dans des familles et dans des environnements où elles peuvent participer plus ou moins directement à l'univers masculin et ses activités. L'une des femmes interviewées parle de cette implication dans le maniement des armes, ce qui laisse supposer l'accès à ce type d'entraînement d'habitude réservé uniquement aux hommes. D'ailleurs, c'est le premier pas, la première femme martyre qui est le plus dur à franchir, les autres suivant avec plus d'aisance le modèle ainsi érigé, comme cela a été le cas de Dalal Mughrabi qui inspirera bien d'autres. Dans ces cas, la composante nationaliste du martyr est évidente et bien mise en relief par Carole André Desornes, la dimension féminine étant aussi présente comme d'abord l'expression d'une stratégie. Il est plus difficile de détecter des femmes martyrs que des hommes par les forces de l'occupation, en raison de la prégnance de l'image non violente de la femme, mais en même temps comme la conséquence de l'affirmation de soi d'une subjectivité féminine qui s'insurge contre l'occupation, au nom même de sa souveraineté. Ce faisant, elle construit en filigrane la parité avec les hommes. Si on peut accéder dans la mort sacrée au statut du sujet souverain, dans la vie aussi on doit pouvoir bénéficier de ce privilège. On peut dire que les martyrs femmes ont tenté de jouer, en plus de leur rôle de combattantes pour la cause nationale, que ce soit au Liban ou en Palestine, un peu le même rôle qu'ont joué les femmes ouvrières pendant la Première Guerre mondiale où elles ont fait l'expérience de l'autonomie par le salaire. Seulement le prix du sang est ici l'équivalent du salaire dans le cas des femmes travailleuses. Les hommes, responsables politiques, prennent conscience à partir de ces opérations, de la place de la femme dans l'espace public, au travail, mais aussi aux politiques, comme le dit Ali Fayad, du Hezbollah rapporté par André Desornes. Si les partis séculiers reconnaissent, sincèrement ou non, l'égalité des sexes, corroborée par l'engagement féminin dans les opérations martyrs, du côté des islamistes, le problème est beaucoup plus complexe. Mais ces opérations brisent le confinement de la femme dans l'espace privé, que les hommes islamistes le veuillent ou pas. Une certaine dose de féminisme est indéniable comme ingrédient de ces opérations. Si on se fait tuer pour une cause collective, ce privilège n'est plus l'apanage des hommes et sur ce plan les femmes s'égalisent avec eux. L'opération martyr exige souvent une clandestinité impliquant l'ignorance des personnes les plus proches au sujet de l'engagement de la femme. Carole décrit comment une femme martyre dissimule ce fait à son père, ce qui implique l'assomption d'une décision qui va très au-delà de l'autorité patriarcale, engendrant chez elle un sentiment de culpabilité qu'elle exprime bien dans sa lettre d'adieu à ses parents. Il s'agit d'un type d'affirmation de soi qui se passe de l'autorisation du pater familias et s'inscrit dans les ressorts d'une subjectivité qui réclame pour soi un statut d'autonomie et de souveraineté dans une décision qui implique sa mort. La mort des femmes martyrs peut devenir aussi une revendication de la part des autres femmes, pour la parité avec les hommes, si ce n'est sur le court terme, à tout le moins sur le long terme. On peut certes évoquer la situation de crise. Une fois celle-ci passée, le patriarcat peut reprendre le dessus. D'ailleurs, juste après l'opération, dans le cas de Sanaa décrite par Carole André Desornes, des rumeurs ont circulé qu'elle avait été enceinte et qu'elle avait voulu sauver la face par la mort sacrée. Cela revient à réinscrire la femme martyre dans le registre de la tradition patriarcale. Mais les ressorts de la mémoire pourront être mobilisés tout aussi bien par les femmes dans l'avenir, pour remettre en cause leur statut et revendiquer une part plus importante d'égalité. Quoi qu'il en soit, les femmes martyrs ne sont pas uniquement des êtres s'impliquant dans des opérations militaires. Elles représentent, à leur corps défendant, la volonté d'affirmation de soi des femmes dans des sociétés où des crises multiples et des formes de patriarcat ossifié rendent leur tâche malaisée. Plus on est humilié, plus on risque de se durcir vis-à-vis de sa femme et de ses enfants dans l'espace familial. Carole André Desornes a le grand mérite de nous faire réfléchir, par-delà ces cas fortement minoritaires, à la signification anthropologique de ce phénomène. Farhad Khosrow-Khavar.
Glossaire. Liste des termes et acronymes utilisés dans le présent ouvrage. ADM égale arme de destruction massive. ALS égale Jaysh Lubnan al-Janubi, armée du Liban Sud, milice libanaise. Al-Qaïda égale Al-Qaïda, la base, mouvement islamiste radical sunnite fondé par le cheikh Abdullah Youssouf Azzam et Oussama Ben Laden qui sera son disciple en 1987. Brigade Al-Quds égale Saraya Al-Quds, branche armée du djihad islamique palestinien. Brigade des martyrs d'Al-Aqsa égale Kataeb Shuhada Al-Aqsa, branche armée du Fatah. Brigade des martyrs Ezzeddin Al-Qassam égale Izz-ad-Din Al-Qassam, branche armée du Hamas. Djihad islamique palestinien, JIP égale Harakat al-Djihad al-Islami fi Filastin, il se définit comme une organisation nationaliste, islamique et un mouvement de libération. Le JIP définit le djihad comme un combat contre l'injustice. FAD égale Force arabe de dissuasion. FPLP égale Front populaire de libération de la Palestine, Al-Jabha al-Shabiya li-Tahrir Filastin, mouvement d'obédience marxiste. Fatah égale Harakat ut-Tahrir il-Watani il-Falastini, organisation politique et militaire laïque. Acronyme du Mouvement national de libération. FDPLP égale Al-Jabha al-Dimukretia li-Tahrir fi Filastin, Front démocratique populaire de libération de la Palestine. FRNL égale Jabha al-Mukawama al-Wataniya al-Lubnaniya, Front de résistance nationale libanaise. Hamas égale Harakat al-Mukawama al-Islamiya, qui signifie mouvement de la résistance islamique et sunnite et appartient à la mouvance des frères musulmans, dont il se sépare en 1987. Hezbollah égale Hizbullah, le Hezbollah qui signifie Parti de Dieu, est un parti chiite libanais. Il est créé en 1982, pendant la guerre civile libanaise, à la suite de l'opération militaire israélienne Paix en Galilée. Kataeb égale Al-Kataeb al-Lubnaniya, les phalanges libanaises sont un parti politique essentiellement chrétien fondé en 1936. Le Likoud égale Unité, est un parti politique sioniste israélien nationaliste. Il fut créé en 1973 sous la direction de Menahem Begin. OLP égale Munadama al-Tahrir al-Filastiniya, Organisation de la libération de la Palestine. Parti Baas syrien égale Parti pan-arabe socialiste et laïque fondé en Syrie en 1944. La devise est Wada Hurriya Ishtirakiya, soit Unité, Liberté, Socialisme. PCL égale Ali al-Chouyi al-Lubnani, Parti communiste libanais. PSNS égale Ali Zassuri al-Siskavmi al-Itimeh, Parti social national syrien. Shin Bet égale Service de contre-espionnage et de sécurité intérieure de l'État d'Israël. Tanzim égale Al-Tanzim, organisation, nom donné à la faction armée du Fatah. Tsahal égale nom donné à l'armée israélienne. Introduction. Le recours à la violence sans phare, comme moyen de contrainte pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur, est tout simplement constitutif de tout groupement politique. Max Weber. Économie et société, 1922. Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'homme. Marcel Mauss. Les techniques du corps, 1934. Depuis la fin des années 1940, et d'une façon nettement plus prononcée depuis 1967, année de la guerre des 6 jours et de la défaite de Nasser et plus largement de la défaite du monde arabe face à l'armée israélienne, ce dernier connaît un certain nombre de soubresauts et de crises aiguës qui n'ont eu de cesse de bouleverser en profondeur le paysage régional. Que ce soit la guerre civile libanaise à laquelle s'ajoute l'occupation israélienne dès 1982, l'échec des accords d'Oslo aboutissant à terme à la seconde intifada, la chute de Saddam Hussein ainsi que la libération de l'Irak qui aujourd'hui encore n'est en mesure de garantir ni l'intégrité ni la sécurité territoriale du pays, nombreux sont les terrains favorables à une situation pour le moins chaotique et floue. De nouvelles formes de lutte vont alors faire leur apparition, à savoir des opérations suicides, appelées aussi opérations martyrs. Précisons qu'afin de ne pas prendre parti pour tel ou tel camp, de garder une certaine distance et d'éviter toute forme de jugement, les formules opération suicide ou martyr, mission suicide ou martyr, attaque suicide ou martyr,
ou bombes humaines, faisant référence ici aux charges explosives utilisées dans ce type d'action, seront utilisées dans la présente étude. Ces opérations, qui entre 1982 et 1985 étaient alors non seulement l'apanage du Hezbollah mais également réservées aux hommes, à partir du 9 avril 1985, date de la première opération menée par une femme, vont accorder une place aux femmes jusque-là écartées de ce type d'exposition et d'engagement. Dans ce contexte, le Liban, et en particulier le Liban séculier, à travers le PSNS, le PCL et le Parti Baas syrien, fait figure de proue dans ce type d'engagement féminin dans la lutte contre l'occupant. Cette année 1985 va donc inaugurer une nouvelle façon, pour les femmes, de s'engager dans le combat contre l'ennemi. Précisons que cela ne restera qu'une option parmi d'autres. Il faut souligner que même si les opérations suicides, ou martyrs au féminin vont connaître ce que l'on pourrait considérer comme une sorte de second souffle, avec la seconde intifada en Palestine, puis avec la guerre en Irak qui commence en 2003, ces actions restent néanmoins un épiphénomène. On est en droit de se demander si cela va demeurer ainsi, ou si ce phénomène va s'amplifier à mesure que les situations conflictuelles se multiplient et perdurent. L'arrivée de ces belligérantes va non seulement dérouter, mais également rendre plus difficile pour l'armée dite d'occupation, l'identification claire et nette de ces nouvelles figures de la lutte qu'elle affrontera. Il n'y a plus d'homogénéisation possible du profil du combattant, encore faut-il qu'il y en ait eu une auparavant. La femme a fait son apparition là où on ne l'attendait pas. Ce nouveau contexte finira par entraîner la mise en place de politiques plus sécuritaires, ou du moins une réorientation de celles-ci. Ajoutons que celui ou celle qu'on perçoit comme terroriste se présente avant tout comme combattant comme un soldat de la liberté. Il est également hors de question pour ces nouveaux acteurs de se présenter comme les auteurs d'un suicide, mais plutôt d'un sacrifice pour une grande cause. Cela a pour conséquence de favoriser, voire d'encourager, le culte du sacrifice de soi et de glorifier inexorablement le héros ou l'héroïne qui ont choisi la mort, une issue fatale certes mais pour le bien du plus grand nombre. La folie serait-elle derrière ce type de comportement ? Le problème réside, peut-être, dans le fait que ces personnes ne souffriraient d'aucune pathologie en particulier, et que la spécificité des attaquants suicidaires est justement de ne pas vivre pour le futur, mais de vivre pour un futur imaginé par d'autres. Comme le souligne Nader Barzin. Techniquement, en ce qui concerne les opérations suicides, ou martyrs, on ne peut pas relever de véritable révolution en matière d'explosifs. Ce qui a changé, ce sont plutôt les différentes formes de mise à feu, à savoir pour ce qui nous concerne, la mise à feu actionnée par la martyre elle-même ou actionnée à distance comme cela a été parfois le cas et l'est encore, en Irak notamment. Cette mise à feu peut se faire à bord d'une voiture chargée de TNT, comme elle peut se faire en actionnant la décharge qui se trouve dans une valise, à l'intérieur d'une veste ou sur une ceinture. L'opération suicide, ou martyr, lève toute ambiguïté quant à la notion de risque qui se trouve d'emblée effacée. À partir du moment où la mort est envisagée dès le départ, ce risque disparaît. Le risque n'est concevable que dans la mesure où la mission comporte l'éventualité de mourir, sans que cette mort soit volontairement recherchée. Pourquoi un tel sujet ? Ce qu'on nomme martyr aujourd'hui n'a pas la même signification que le martyr des origines. Dans le cas présent, la mort n'est plus une possibilité, mais elle est envisagée comme une condition sine qua non de la réussite de l'opération menée par le ou la volontaire. Les opérations suicides, ou martyrs, vont à l'encontre de l'instinct de survie inhérent à l'être humain. Nous sommes confrontés dans ces cas précis à une acceptation de la mort, ce qui paraît dans les cultures occidentales inconcevable du fait même de l'angoisse éprouvée face à cette mort. Mais pour éveiller le désir de violence, il faut un contexte bien particulier. Des conditions de vie normales n'entraîneront pas nécessairement ce désir de violence, mais une fois que celui-ci émerge, il prépare plus facilement l'individu au combat qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Il paraissait intéressant de sortir de cette vision assez réductrice de la femme étant plus destinée à donner la vie qu'à infliger la mort à autrui. Il semble que celle-ci soit tout aussi capable de tuer, de se sacrifier pour défendre une cause, de se venger de la mort d'un proche, qu'un homme. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises.
Ainsi en a-t-il été au XVIe siècle d'Aminatou de Zaria, au Nigeria, surnommée la reine guerrière, de Mathilde de Toscane qui au XIe siècle s'est rendue célèbre par ses faits d'armes pour installer un nouveau pape, Victor III, à Rome, des reines Zabibi et Simsa qui se sont succédées à la tête du royaume de Kédar et qui auraient combattu le roi Téglas-Phalasar au 8e siècle avant notre ère, ou encore de Zénobie, reine de Palmyre qui à la mort de son mari mena une révolte contre elle'. Empire romain et la liste est encore longue. Pourquoi notre monde se verrait-il épargné par cette violence au féminin ? Pourquoi voir dans la femme uniquement un être à protéger ? Cette étude fait suite à une volonté de mieux appréhender un phénomène souvent caricaturé, et du constat que la réalité telle qu'elle transparaît n'est que le fruit d'un monde qui se nourrit en permanence de contradictions. Pourquoi un tel sujet ? Son intérêt ne se trouverait-il pas dépassé dans le contexte actuel ? Pourquoi centrer ce travail sur le Liban, la Palestine et pour finir, l'Irak ? Les contextes politiques, sociaux et idéologiques changent et c'est dans ce climat d'évolution que s'opère alors un glissement de ce phénomène du martyre, du Liban à l'Irak en passant par les territoires palestiniens. Le choix a été d'écarter délibérément les autres pays où ce phénomène s'est développé, à savoir la Turquie avec le PKK, le Sri Lanka avec les Tigres tamouls et la Tchétchénie avec les Veuves noires. En effet, après avoir constaté que la majorité des études qui portaient sur ce sujet intégraient systématiquement ces zones, il a paru plus pertinent de se concentrer sur une région qui, à elle seule, révèle les principaux changements réalisés dans ces missions suicides ou martyrs de femmes. Cette aire géographique offrait l'avantage de présenter l'éventail le plus large de cas de figure rencontrés dans ce type de violence sacrificielle. L'objet de la problématique. L'intention de ce travail est de montrer comment et pourquoi des femmes ont opté pour cette stratégie, de voir quelle place occupent ces femmes dans cet engagement tout en veillant à bien différencier les situations selon un contexte propre à chacune de ces trois zones étudiées où des opérations ont eu lieu, et encore récemment, notamment en Irak. Les auteurs ES ou organisations qui utilisent ces opérations suicides, ou martyrs, invoquent la lutte nationale ou se réclament de Dieu, voire les deux à la fois. Cependant, affirmer que ces attaques trouvent leur seule origine dans la religion serait quelque peu erroné. La présence de forces d'occupation étrangères, ou vues comme telles, pourrait être un facteur déterminant. Il apparaît clairement que le monde arabo-musulman se perçoit de plus en plus comme un territoire assiégé. Les étapes successives d'occupation du Liban, des territoires palestiniens et de l'Irak, entre autres, n'ont fait qu'exacerber ce sentiment. L'actualité est là pour le rappeler. Il est également évident qu'un contexte de conflit de longue durée implique des transformations non négligeables ainsi que des restructurations identitaires, autant individuelles que collectives. Les femmes sont de loin les plus touchées par ces bouleversements, ce qui explique qu'après s'être engagées dans le combat aux côtés des hommes, elles aient investi le terrain du martyre. Pour ces femmes, les conflits varient tout autant que les motivations de ces dernières à s'engager dans des actions violentes où la mort est inévitable. Le destin personnel ainsi qu'un contexte social, économique et politique peu enclin à des changements favorables, sont autant de facteurs pouvant pousser une femme à commettre ce genre de gestes extrêmes. Si cette recherche dépend du champ sociologique, celui-ci n'est pas le seul axe emprunté pour mener ce travail à bien et répondre à la problématique. Les approches qu'elles soient historiques, géopolitiques, stratégiques, psychologiques ne sont pas mises de côté pour autant. Les pressions politiques, les rapports sociaux, la place de la femme dans ces sociétés, les notions comme le conflit asymétrique, l'illusion groupale et le rapport au groupe, le djihad et l'habillage religieux, sont autant d'éléments qui structurent cette réflexion autour du sujet développé dans la présente étude. Tous ces facteurs explicatifs contribuent à faciliter la compréhension d'un phénomène qu'on a tendance à globaliser et à ne définir qu'à travers le paradigme religieux, bien trop simplificateur, voire caricatural. S'intéresser à un tel sujet, c'est en quelque sorte ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait pas ce qui est au bout du chemin, et on sait encore moins qu'on devra affronter toute une série de questions, dont certaines resteront peut-être en suspens. Peut-on ainsi parler d'une culture du martyr ? Comment cette notion de martyr, née dans le christianisme, développée par le chiisme doloriste,
a-t-elle pu trouver un écho au sein des partis séculiers de gauche pour enfin être exploitée par le radicalisme djihadiste sunnite, notamment par le biais des opérations menées par des femmes? En quoi le Liban va-t-il exercer une influence sur cette intégration des femmes dans le champ du martyre? Ce geste est-il un geste purement religieux, ou tout simplement un geste politique complété ensuite par un discours religieux? Les opérations suicides, ou martyrs, seraient-elles devenues le seul choix qui s'offre aux femmes lorsque ces dernières n'ont plus d'autres possibilités pour provoquer un changement au sein de leur environnement? Cela s'est-il avéré efficace? Les femmes ont-elles vu leurs conditions évoluer positivement? Ces opérations seraient-elles devenues la seule issue face à un constat d'échec de la politique traditionnelle de lutte nationale, jugée incapable de protéger les intérêts de toute une population et totalement impuissante à amorcer un changement positif? Ces femmes martyrs sont-elles l'expression d'un avenir sans espoir ni illusion? Ce type de martyr serait-il le sacrifice ultime pour le bien de la communauté? Le désir de vengeance peut-il également interférer dans cette prise de décision finale? Certaines de ces femmes seraient-elles amenées à s'engager dans cette voie extrême en vue de réparer une faute, et peut-être ainsi choisir une mort qui sera inéluctable? L'imitation, le conformisme et le groupe peuvent-ils entrer en ligne de compte dans ce choix final? Voilà autant de questions auxquelles il faudra tenter de répondre. Cheminement et démarche de recherche. Les contradictions et les différents enjeux propres au sujet ont très rapidement fait leur apparition. Les vécus, à travers les interviews écrites et vidéos, ainsi que les discours montrent un monde bien plus nuancé que l'image assez simpliste qui nous est présentée dans les médias. Les entretiens qui ont été menés au Liban, en France et en Suisse, dont figurent dans cet exposé les extraits les plus pertinents, vont dans ce sens. Il a donc fallu adopter une démarche susceptible de répondre au mieux à la problématique posée, en mesure de mobiliser tous les champs évoqués précédemment. L'approche analytique, doublée d'une approche chronologique, semblait répondre le mieux à la démarche adoptée et donc plus en mesure de faire ressortir la complexité du sujet ainsi que les nuances inhérentes à ce monde arabe aux multiples facettes, ou peut-être serait-il plus adéquat de parler de mondes arabes au pluriel. La décision finale s'est donc portée sur l'étude du Liban, des territoires palestiniens et de l'Irak qui font écho à cette diversité intrinsèquement liée au phénomène des femmes martyrs dans la région. Cette analyse n'est pas sans rappeler la métaphore d'entonnoir, accordant ainsi la part belle au Liban. 3 chapitres lui seront consacrés, pour finir à l'autre extrémité par l'Irak, avec 1 chapitre, en passant par la Palestine, 2 chapitres. Le présent ouvrage est avant tout une tentative d'analyse, un effort de compréhension avec toutes les limites que cela comporte. Après un chapitre introductif précisant les mots-clés, notions et théories indispensables à une meilleure approche de la problématique, la présente étude sera découpée en 2 grandes parties, chacune d'elles constituant une étape incontournable de l'analyse. La première grande partie s'articule donc autour du Liban, pays où la recherche de terrain a été principalement menée. Il s'agira dans un premier temps de présenter la situation, les rapports sociaux et le contexte qui ont dominé le Liban durant la période concernée par l'étude. Il sera également fait état du contexte d'asymétrie dans lequel s'est développé le phénomène du martyr introduit par le Hezbollah, chapitre 2, lequel phénomène sera repris par les partis séculiers libanais, les premiers à introduire les femmes dans ce genre d'opération, chapitre 3. Ces mêmes femmes vont mettre en exergue un certain nombre de facteurs et de caractéristiques décrivant leur engagement dans la lutte nationale, chapitres 3 et 4. Cette partie montre les spécificités d'un pays qui servira de modèle à bien des égards, en étant à l'origine d'un phénomène pour le moins nouveau et atypique, l'entrée des femmes dans un espace qui leur était jusque-là interdit. La deuxième partie est axée sur la Palestine et l'Irak. La Palestine et par extension Israël présente là aussi un contexte qui sur bien des plans a pu conduire certaines femmes à s'engager sur la voie du martyr, chapitre 5. Il sera intéressant d'observer le glissement qui va s'opérer. Les premières opérations seront validées par un mouvement séculier se trouvant très vite confronté à une concurrence de mouvements islamistes djihadistes sunnites qui, bien qu'opposés au départ à l'intégration des femmes sur le terrain, s'y montreront plutôt favorables par la suite, mais toujours sous couvert de lutte nationale, chapitre 6. Cela va encore évoluer avec le cas de l'Irak,
où un certain nombre de femmes, plus ou moins directement affiliées au réseau Al-Qaïda, se trouveront engagées dans la voie du suicide ou martyr, dans une logique et à des fins bien éloignées des cas libanais et palestiniens, cf. Chapitre 7. Pour finir, il convient d'ajouter que le choix a été délibérément fait d'écarter du vocabulaire les termes et expressions kamikaze, femmes kamikazes, opération kamikaze, très largement diffusés par la presse occidentale mais qui ne correspondent pas aux termes utilisés au Proche et Moyen-Orient. Précisons que le mot kamikaze trouve son origine au Japon. Il date de 1274 à 1281 et signifie vent divin. Ce terme désigne des ouragans qui mirent à néant la flotte mongole de Kubilai Khan se dirigeant vers le Japon, afin de l'envahir. Il réapparut avec la Seconde Guerre mondiale pour évoquer les pilotes japonais, qui avaient pour mission de s'écraser avec leurs avions sur les cibles américaines. Progressivement, ce mot se généralisera en Occident pour parler des attaques suicides ou martyrs. Précisons également que les termes Palestine et territoire palestinien seront utilisés indifféremment. Étant entendu que la Palestine ne fait aucunement référence à un État à part entière, qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel, même si la Palestine a le statut d'État observateur auprès de l'ONU depuis 2012. En tant qu'État observateur, la délégation palestinienne peut assister aux réunions, mais ne bénéficie pas du droit de vote à l'Assemblée, ni de celui de proposer des résolutions, ni même de celui de postuler au poste onusien. Ce travail conciliera d'une part une approche qui proposera des explications concernant plus directement la femme en tant qu'individu, et d'autre part une étude portant sur le collectif, l'une n'allant pas sans l'autre. Il n'y a aucune démarche militante dans cette réflexion destinée avant tout à apporter des éléments concrets pour une meilleure compréhension du phénomène, mais en aucun cas une justification. Il n'est pas question de laisser entrevoir le moindre jugement, quel qu'il soit. Chapitre 1 introductif. REFLEXIONS autour d'une approche multidimensionnelle. Il n'y a pas de cause d'erreur plus fréquente que la recherche de la vérité absolue. Samuel Butler, 1835 à 1902, écrivain. Carnet, autobiographie. Les concepts choisis et traités dans ce chapitre introductif sont avant tout exposés pour donner l'éclairage le plus large et le plus objectif possible sur le phénomène du martyr. Il convient d'expliquer les facteurs susceptibles d'entrer en ligne de compte dans les transformations qui s'opèrent dans ces sociétés et peuvent conduire à de tels gestes jugés extrêmes et qui, malgré tout, restent marginaux. Le martyr. Le premier concept à expliquer est celui du martyr et l'évolution de celui-ci à travers le shahid et le djihad. Il faut préciser que le mot martyr ne sera pas utilisé pour les toutes premières opérations qui ont été menées sur le terrain libanais. À titre d'exemple, Soha Béchara, une des femmes qui a participé à la libération nationale, évoque cette reprise du mot martyr par les résistants. Bien sûr, là, en 1982, c'était le début des opérations suicides, on ne parlait pas d'opération kamikaze. Quand on annonçait une opération, on annonçait une opération suicide. Oui, au début c'était comme ça, après on a appelé ça opération martyr. Si on revient aux origines historiques de ce mot, c'est dans l'Empire romain que le martyr chrétien fait son apparition avec saint Étienne, juif hellénistique converti au christianisme et mort vers 36 à 37 après Jésus-Christ à Jérusalem. Rappelons que le terme latin martyr provient du grec ancien martuvji, soit martus qui signifie témoin. Les femmes peuvent tout à fait accéder au martyr, ce fut ainsi le cas de sainte Blandine, livrée au taureau en 177 de notre ère, à Lyon, mais aussi de sainte Alberte et de Catherine d'Alexandrie, morte au IVe siècle. Les premiers martyrs sont chrétiens. Ils proclament leur foi, refusent de l'abjurer et de renoncer à leur idéal, à un absolu et de ce fait, prononcent leur arrêt de mort. Ils témoignent de leur foi et acceptent la mort, mais ne l'infligent pas aux autres. Par la suite, dans l'islam, le mot martyr, shahid, et l'expression martyr, shahada, expriment le témoignage de la foi, mais c'est avec la conquête de la Palestine au 7e siècle que ce mot shahid désigne la mort sacrée. Shahid et djihad finiront par être pour certains indissociables, sachant que le djihad est par définition défensif, ce qui est précisé dans le Coran. 39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, de se défendre,
parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. 40. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Le mot shahid signifie la présence, le savoir et l'acte d'informer. Être shahid, c'est donc être témoin. Dans la législation islamique, c'est celui qui combat au service de Dieu afin que la parole divine soit la plus haute, jusqu'à ce qu'il soit tué. Le féminin de shahid, shahida, sera introduit par Yasser Arafat lors d'un discours qui sera prononcé après la mort de Wafa Idriss, la première palestinienne à être devenue une bombe humaine. Dans l'islam, le martyr et la martyre sont des témoins de leur foi. Le martyr est par définition défensif et rejette l'action violente contre autrui. Il est question de ce que l'on pourrait appeler une acceptation du sacrifice de sa propre existence au nom d'une cause juste. Mais tous les témoins de leur foi ne sont pas des martyrs. En effet, le martyr n'est que l'une des formes que peut revêtir le témoignage. C'est avec la révolution islamique iranienne et la guerre qui oppose l'Iran et l'Irak, de 1980 à 1988, que le martyr devient accessible au plus grand nombre alors qu'auparavant, et en particulier dans le chiisme, il n'était que le fait de personnalités hors du commun telles que Hussein, fils d'Ali et de Fatima, petit-fils du prophète, mort en 680 au cours de la bataille de Kerbala. Il n'est pas inutile de rappeler que le chiisme vient du mot arabe shia, qui désigne le mouvement de ceux qui suivent les seuls héritiers du prophète, à savoir Fatima, la fille du prophète, Ali, gendre et cousin du prophète, et leurs deux fils, Hassan et Hussein, ainsi que leurs successeurs formant les 12 imams. Envisager sa propre mort devient alors légitime. À partir de ce moment précis, le martyr permet à chacun d'y accéder. Il n'y a pas d'élitisme étant donné qu'il peut concerner les individus de toutes classes confondues. Si tu peux, mets à mort et si tu ne peux pas, meurs. Ce message d'Ali Shariati a bien été entendu par le Hezbollah libanais qui va l'appliquer durant l'occupation israélienne dès 1982, et ne va pas manquer d'inspirer par la suite d'autres mouvements dont le Hamas dans le choix des opérations suicides ou martyrs en Israël dès 1994. Ali Shariati, 1933 à 1977, fut l'un des intellectuels iraniens les plus progressistes de la révolution iranienne et très influencé par le tiers-mondisme. C'est à lui qu'on doit le chiisme rouge opposé au quiétisme qui prône l'attente passive du Mahdi. Il exalte le martyr et place celui-ci au cœur de sa vision. Pour lui, le martyr de Hussein, petit-fils du prophète, est le symbole de la lutte contre l'injustice, ce qui est en quelque sorte la clé de voûte du chiisme. Il considère, comme l'a rappelé le professeur Khosrow Kavar au cours de son séminaire du 12 janvier 2011, que tous les jours sont des Ashura et tous les lieux sont Kerbala. L'Ashura, dans le chiisme, commémore le martyr d'Hussein lors de la bataille de Kerbala en Irak. Le martyr dorénavant est considéré par certains comme la solution pour retrouver une dignité perdue, et pour d'autres, il marque la fin d'une vie banale, sans intérêt, en garantissant l'accès au statut de héros. La mort sacrée rend possible l'accès à la dignité par le sacrifice, alors que dans la vie courante prévaut l'insignifiance, voire l'indignité. Ainsi, parallèlement à ceux qui adhèrent au martyr dans une logique de lutte contre l'ennemi, émerge une autre catégorie de martyrs qui choisissent cette voie parce que plus rien ne les rattache à ce monde. Ces personnes se soucient plus de l'après-mort. Cet aspect transparaîtra dans un certain nombre de témoignages de candidates au martyr, que ce soit du côté palestinien ou du côté irakien. Ce type de martyr relève du martyr offensif qui mêle sacrifice de soi et anéantissement de l'autre, de l'ennemi, dans la lutte contre celui-ci. Comme le souligne le professeur Farhad Khosrow Kavar, le martyr offensif est animé du désir de supprimer l'ennemi par le recours à la violence légitime, cautionnée religieusement. Il faut également distinguer le martyr lié à une lutte nationale contre un occupant du martyr de type Al-Qaïda qui incarnerait plus une forme de destruction totale que le projet de construction d'une société nouvelle. Reste à noter que la grande majorité des oulémas considèrent ces opérations martyrs comme de simples opérations suicides, et de ce fait sont condamnables. Il convient de relever que le terme martyreux
désigne à la fois la victime innocente non combattante et morte sous le feu ennemi, le héros et l'héroïne qui au nom d'une cause risquent leur vie au combat, tout comme celui ou celle qui se sacrifie de manière tout à fait délibérée. Cela est observable pour les 3 espaces qui nous concernent ici. Avec les opérations suicides ou martyrs, la figure du ou de la martyre victime fait place à une figure victorieuse, celle du martyr héros ou de l'héroïne, qui prend son destin en main et n'entend plus le subir et encore moins se le laisser imposer par d'autres. Le Hamas va même introduire le terme d'istishadin qui signifie « faire le choix du martyr ». Cela souligne bien la volonté de faire don de soi. L'istishad est celui qui choisit de devenir ce martyr, et donc d'incarner l'héroïsme. Avec ce concept de martyr, apparaît très vite celui du djihad. Concernant le djihad, il s'agit avant tout d'un effort spirituel sur soi et ainsi de se défendre contre la tentation, contre Satan. Il est donc ici question du grand djihad. L'imam Ja'far al-Sadiqa a dit : le prophète de Dieu déploya un contingent de l'armée sur le front. À leur retour victorieux, il dit : bénis soient ceux qui ont accompli le petit djihad et qui doivent encore accomplir le grand djihad. Lorsqu'on lui a demandé : qu'est-ce que le grand djihad ? Le prophète répondit : le djihad du soi, le combat contre le soi. Puis vient donc le petit djihad, qui consiste à se défendre contre les injustes, contre ceux qui persécutent. Cela revient alors combattre l'injustice et l'oppression. Dans ce cas précis, le djihad est légitime à partir du moment où il est reconnu et établi par une autorité religieuse pour dissuader toute agression. Il doit être reconnu en tant que tel, et celui-ci doit être limité aux combattants et envisagé comme un moyen de vivre en paix par la suite, mais en aucun cas comme un conflit perpétuel, comme Al-Qaïda l'envisage par exemple. Les islamistes radicaux ont fait du djihad le 6e pilier de l'islam, l'obligation occultée. Cette obligation occultée ou al-Farida al-Gaïba a été rédigée par Mohammad Abd al-Salam Farag, 1954 à 1982, qui fut exécuté pour avoir joué un rôle dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat. Il accusa les musulmans d'avoir négligé le djihad qu'il proclama 6e pilier de l'islam, et qui devint donc une obligation individuelle et plus seulement collective. Ces islamistes ne proposent aucun projet d'élaboration de société nouvelle. L'attraction, voire la fascination que le martyr exerce sur eux les conduit vers une logique mortifère. Du djihad traditionnel, qui est collectif, on passe très vite au djihad comme obligation individuelle et incontournable. Certains hauts responsables, au nombre desquels on compte Al-Zawahiri, Cheikh Yassine, justifient la violence contre les civils en mettant en avant le fait que la lutte est asymétrique et de ce fait nécessite de nouvelles règles, des stratégies pour vaincre les ennemis supposés de l'islam. C'est dans ce nouveau cadre que les opérations suicides, ou martyrs, sont autorisées aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dans ce djihadisme radical, on constate une centralité de la mort. C'est donc le primat de la mort sur la vie qui compte. On se rend très vite compte que ces termes religieux sont détournés de leur sens premier. Le mot martyr finira lui-même par être utilisé par les mouvements séculiers. L'opération martyr, telle qu'elle est appelée et présentée par les groupes qui utilisent cette stratégie, prend le contre-pied de 2 composantes clés. La première est liée au fait que, par définition, le combattant ou la combattante ne recherche pas la mort de manière délibérée, mais intègre l'éventualité de ne pas sortir vivant de la mission. Or dans les opérations suicides ou martyrs, la mort fait partie intégrante de la mission, elle est inéluctable. La deuxième composante repose sur la définition du martyr qui accepte de mourir et de se sacrifier pour témoigner de sa foi sans porter atteinte à la vie d'autrui, ce qui encore une fois n'est pas le cas de l'opération suicide ou martyr qui vise avant tout des cibles humaines. De la sécularisation à la sacralisation. Séculier ne signifie pas athéisme ni rejet de la religion. Ceci est encore plus vrai dans le monde arabe, où cette sécularité ne signifie en rien le déclin de la croyance et des pratiques religieuses. Il n'est pas question de contester la croyance en Dieu. Dans la lettre que Sanaa Mehedli a laissée à sa mère avant de devenir la première femme à se sacrifier dans une opération suicide ou martyr, bien qu'elle soit militante au sein du PSNS, parti séculier, en aucun cas elle ne rejette la foi, bien au contraire, je serai près de Dieu. Mais je te demande de ne pas m'en vouloir et prie pour moi.
Soha Béchara souligne bien cet aspect. Pour le communisme au Liban, c'était un parti communiste qui a toujours su respecter, et su qu'il faut respecter la marge de la liberté des autres. 2. Il n'était pas pour l'interdiction des religions. On avait des communistes qui faisaient leurs prières. Le Liban a en quelque sorte sécularisé le rapport à la mort, en s'inspirant des pratiques instituées en Iran et introduites par le Hezbollah. Le professeur Khosrow Kavar, avec la révolution iranienne, parle de sécularisation de l'islam chiite, notamment par le biais de la pensée de Shariati. La religion aurait déjà ainsi pris en Iran une toute autre coloration, laquelle coloration se serait confirmée au Liban. On assiste ainsi à un va-et-vient constant entre l'univers séculier et le domaine du religieux, l'un et l'autre se nourrissant mutuellement. L'utilisation du mot martyr, qui implique donc la foi, s'est également sécularisée par le fait même que des partis de gauche se définissant comme laïcs vont le reprendre à leur compte. On va assister à une mise en scène de sa propre disparition, cette fois orchestrée par ces partis de gauche, à savoir le PCL, le PSNS, le parti Baas syrien. Ainsi donc, et comme l'avait souligné Soha Béchara, lorsque les premières attaques de ce type eurent lieu dans le monde arabe, on parlait plutôt au début d'opération suicide, mais cette expression va très vite céder la place à celle d'opération martyr. Ces formules employées permettent de saisir les nuances d'une réalité assez ambivalente. Parler d'opération martyr permet aussi, aux différents groupuscules, de contourner l'interdit religieux qui pèse sur le suicide, y compris lorsqu'il s'agit d'attaques orchestrées par des partis dits laïcs. À l'instar du Hezbollah qui est à l'origine de ce type d'attaque au Liban, les mouvements laïcs tels que le PSNS et le PC libanais utilisent ce terme de martyr. Lequel terme confère une dimension sacrée à l'action armée, et garantit une adhésion plus massive d'un public qui peut se montrer réticent et ne partage pas nécessairement l'idéologie des groupes à l'origine de ces missions. L'occupation du Liban par Israël entre 1978 et 2000 a favorisé cette émergence du martyr. Les combattants qui meurent sont assimilés à des martyrs par tous les mouvements de résistance, qu'ils soient laïcs ou religieux, dans la mesure où le combat est mené pour une cause juste. Ici, il s'agit de libérer le territoire de l'occupant. Le même vocabulaire est utilisé, que ce soit au nom de Dieu ou au nom de la patrie. Dans les territoires palestiniens, la politique et le religieux vont avoir tendance à se confondre. Un glissement de l'un vers l'autre va s'opérer. La mort revêt alors un caractère politique et avec le Hamas ainsi que le djihad islamique, le religieux va se greffer au politique. Là où les promesses sont vouées à l'échec, là où le chaos côtoie l'amertume, les conduites mortifères et sacrificielles trouvent un écho favorable auprès d'une population qui se sent lésée et se perçoit comme victime d'injustice, sans aucune réaction de la part des institutions internationales vues, bien souvent, comme des organisations complaisantes et peu sensibles à leur situation. Il est clair que les notions de territoire et d'État entrent en ligne de compte. De l'État à la souveraineté, esperluette de la souveraineté à la symétrie. Pour qu'il y ait État, c'est-à-dire reconnu en tant que tel par la scène internationale, 4 caractéristiques doivent être réunies. L'existence d'un territoire déterminé et délimité, la présence d'une population qui réside sur ce territoire, avec à sa tête un gouvernement qui a la capacité d'entretenir des relations avec d'autres États. Ces principes sont rappelés dans la Convention de Montevideo, Uruguay, sur les droits et les devoirs des États. Ce traité a été signé le 26 décembre 1933. De ce fait, aucun État ne peut exister sans territoire terrestre précis. Ce qui évidemment renvoie au cas palestinien. Cela ne signifie pas pour autant qu'une population n'a pas le sentiment d'appartenir à un territoire. Cette dernière peut également ressentir le droit à la souveraineté sur celui-ci, et ce en dépit du fait qu'officiellement ce territoire n'est pas reconnu comme État. C'est un point important à comprendre car pour les Palestiniens, Israël viole leur territoire ainsi que leur droit à la souveraineté. C'est ce qui ressort de certaines interviews de femmes publiées dans la presse sur leur engagement dans le martyr, mais qui est également perceptible ou directement énoncé dans des discours de leaders et autres militants. La population d'un État se présente et se vit comme une collectivité humaine, ce qui encore une fois est très clairement exprimé par les Palestiniens, hommes et femmes confondus.
Les caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie et une histoire commune participent de ce sentiment d'appartenance à un territoire. La création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, présentée par le peuple palestinien comme la Nakba, le jour de la catastrophe, désignant l'expulsion des Palestiniens en 1948 de leurs villes et villages, accentue ce sentiment. De l'État ou du territoire découle le concept de souveraineté. La souveraineté est importante ici dans le sens où elle est le révélateur de nombreux conflits qui trouvent leur origine dans une contestation, une violation et une occupation ou une non-reconnaissance de territorialité, ce qui est le cas, à des degrés différents, pour les 3 zones qui nous intéressent dans le sujet traité. Cette notion de souveraineté est une réalité vécue au quotidien. L'espace devient un enjeu de premier plan. La souveraineté est un élément consubstantiel de l'État. J. Kroulik, dans sa définition de la souveraineté, précise que l'ordre international reconnaît dans la souveraineté un attribut essentiel de l'État. Ainsi donc, cette souveraineté n'est en principe qu'étatique, mais on voit apparaître aujourd'hui un concept de souveraineté qui se détache de plus en plus des États. La Charte des Nations Unies, plus précisément l'article 2 alinéa 4, précise que l'intégrité de tout territoire national et de ses frontières doit être respectée par les États tiers et les gouvernements de ceux-ci. La souveraineté conserve toute son importance, y compris pour une population qui ne relève pas d'un État reconnu en tant que tel. La persistance des nouveaux conflits qui parcourent la planète atteste de cela. La frontière matérialise la souveraineté, et la violation de celle-ci est vécue comme une atteinte à la personne. Il est ainsi plus aisé de comprendre le lien qui rattache tout individu à son territoire d'origine, reconnu ou non par les autres. Qui dit violation de frontières dit, dans la plupart des cas, occupation territoriale. Il faut ajouter que généralement cette intrusion étrangère ne manquera pas de déclencher des réactions telles que la guerre asymétrique, et toute autre forme de résistance. Quelle signification accorder alors à la guerre asymétrique et à la résistance ? Par définition, la guerre asymétrique et la résistance impliquent l'existence d'un État et donc, le concept de souveraineté. Il n'est pas question d'une guerre classique qui oppose 2 armées régulières et donc officielles. L'asymétrie suggère ainsi une absence d'équilibre entre 2 parties distinctes d'un ensemble. Dans le cas présent, il s'agit d'une absence d'équilibre en termes de rapport de force. La première chose à souligner repose sur le fait que ces opérations suicides, ou martyrs, menées par des femmes et des hommes ont lieu dans des contextes bien spécifiques, mais qui ont un point commun. Une présence étrangère et donc un contexte de guerre asymétrique. La guerre asymétrique est un conflit qui oppose la force armée régulière d'un État à des combattants qui n'ont pas les mêmes capacités, en termes d'armement. Certains spécialistes, au nombre desquels on compte Gérard Chaliand, parlent plutôt de guerre irrégulière. Nous sommes donc face à un différentiel de puissance. Du fait même que le conflit asymétrique repose sur une absence totale d'équilibre entre les différents acteurs concernés à un moment donné et sur un terrain précis, la partie la plus faible tente, dans la mesure du possible, d'éviter toute confrontation directe avec un adversaire qui lui est nettement supérieur sur le plan militaire. Elle met donc tout en œuvre pour déplacer l'affrontement sur les faiblesses de cet adversaire. Le faible va peser sur le fort par des stratégies hors normes, inhabituelles, de façon à maintenir une pression psychologique sur cet adversaire qui, lui, bénéficie d'une logistique, d'un matériel plus performant du moins au départ. C'est dans ce cadre que se situent les opérations suicides, ou martyrs. Par ce type d'attaque, le faible a trouvé la parade au fort. Avec la guerre asymétrique, nous avons affaire à un conflit qui n'est plus limité et qui brise les normes. Ce type d'affrontement consiste à affaiblir l'adversaire en rompant ses liens d'alliance, en semant le doute et la discorde dans ses rangs. Il est question de saper l'organisation adverse, ainsi que le moral de cet ennemi. Ce qui nourrit le faible est son esprit de revanche tout autant que la question de survie. La menace devient alors omniprésente pour l'adversaire. La tactique du martyr met l'accent sur cette vulnérabilité qui est accentuée par le fait que le soldat est convaincu de la force de son armée, laquelle force n'est, au final, plus qu'une illusion. À cela s'ajoute le fait que le soldat finit par être déconcerté, et par se sentir isolé. Tous les combattants qui se trouvent face à une armée régulière se présentent comme des membres actifs de la résistance. Pour eux,
À aucun moment ils ne franchissent cette ligne qui les placerait dans le camp des terroristes, position qui n'est évidemment pas partagée par les victimes directes et indirectes de ces attaques asymétriques. Comment définir alors la résistance ? La résistance nationale est par définition le mouvement d'un peuple contre l'occupation étrangère. L'asymétrie, une action terroriste ou de résistance ? Où est la frontière ? Dans les 3 zones couvertes, les protagonistes qui ont fait face à des armées conventionnelles se sont tous présentés comme des résistants combattant une force d'occupation, bien que pour le cas irakien les choses se soient complexifiées, comme nous le verrons ultérieurement. Cette technique des opérations suicides, ou martyrs, est la plupart du temps présentée comme le dernier recours face à un ennemi suréquipé et surentraîné. Le conflit asymétrique s'exprime par un harcèlement constant et quasi omniprésent contre l'ennemi. Il faut ajouter que la résistance implique une prise de risque et l'éventualité de perdre sa vie pour mener à bien la mission, mais avec quelles opérations suicides, ou martyrs, la mort de l'autre et sa propre mort sont intimement liées et totalement assumées. Il n'est pas question d'échapper à cette mort. Aucune autre tactique ne produit autant d'effroi chez l'ennemi, et n'ébranle autant l'esprit de ce dernier qui dès lors ne plus peut penser à autre chose. Précisons qu'à aucun moment les résistants ne se considèrent comme assimilables à des terroristes. Encore faut-il que la définition de terrorisme soit claire. Le terme terrorisme vient du mot terreur qui a fait son apparition lors de la Révolution française, plus particulièrement durant la période de la terreur qui domina de 1793 à 1794, et qui en quelque sorte préfigure une forme de terrorisme d'État. Le mot terrorisme ne sera que très partiellement utilisé dans ce livre du fait même qu'il existe plus d'une centaine de définitions. L'ONU n'a pas été en mesure d'adopter une définition officielle qui fasse l'unanimité auprès des pays membres. Cet échec n'est pas nouveau car avant elle, la SDN, Société des Nations, échoua face à un certain nombre de désaccords entre les États membres de l'époque quant au contenu de la définition. Parmi les définitions proposées par l'ONU figure celle qui, datée du 8 décembre 1999, définit le terrorisme comme tout acte destiné à tuer ou à blesser gravement un civil ou une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature et son contexte, cet acte vise à intimider une population, ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. La résolution 1373 du Conseil de sécurité adoptée le 28 septembre 2001 n'est pas plus claire au sujet du sens que revêt ce mot. Cette résolution réaffirme la condamnation des attaques du 11 septembre 2001 et exprime sa détermination à prévenir tout acte de ce type. Il est également question de réaffirmer le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, ainsi que la nécessité de lutter contre toute menace à la paix. Raymond Aron proposera, dans son livre publié en 1962 Paix et guerre entre les nations, la définition suivante, qui figure à la page 162. Une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion, avec ses résultats purement physiques. Tout cela n'a pas pour autant empêché la presse écrite et audiovisuelle ainsi que les politiques de s'emparer du terme. Cela ne manque pas de générer confusion et raccourcis. Le recours à la violence n'étant présenté que comme le prolongement du fanatisme. L'allusion à toute forme de terrorisme et donc de menace permet de justifier à bien des égards des politiques sécuritaires voire répressives au nom de cette légitime défense évoquée entre autres dans cette résolution 1373. La valeur militaire des opérations suicides, ou martyrs, ne fait pas l'unanimité et bien évidemment, elle n'est pas reconnue en tant que telle par ceux qui sont visés et qui parleront plutôt d'actes terroristes. Quant à la différence entre attaque terroriste et acte de résistance, celle-ci est clairement établie par des mouvements islamistes, parmi lesquels on peut compter le Hezbollah. Le concept de terrorisme concerne les attaques contre les personnes innocentes pour des résultats politiques ou sécuritaires. Par contre, pour ce qui est des actions de résistance ou de défense, vous avez tous les droits de défendre votre terre, votre pays, votre famille, vous-même, contre les ennemis. Le concept de résistance est essentiellement basé sur le droit de se défendre.
Les actes terroristes, c'est autre chose. Rappelons qu'il en a été de même durant la Seconde Guerre mondiale lors de l'occupation en France, où les maquisards et autres résistants, qui bien sûr n'ont jamais mené de telles opérations, étaient d'emblée associés à des terroristes par l'occupant nazi. Toutes les actions organisées, y compris les sabotages, étaient systématiquement classées dans la catégorie des actes terroristes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.